Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci de nous rejoindre en salle de presse pour notre briefing quotidien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mai. J'ai quelques annonces à vous faire, comme chaque jour. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que nous organisons juste après ce rendez-vous de midi un briefing technique off the record sur l'état de droit en Europe et la primauté du droit européen, avec le concours de deux collègues du service juridique. Donc je vous demanderai de rester connectés après le rendez-vous de midi. Puis, la Commission européenne lance aujourd'hui la plateforme Prêt pour l'avenir, ou en anglais Fit for Future. Il s'agit d'un groupe d'experts qui aidera la Commission à simplifier la législation de l'Union européenne et à réduire les formalités administratives pour les citoyens et les entreprises. Le groupe fera également en sorte que cette législation résiste à l'épreuve du temps, notamment face à la transformation numérique. La Commission a publié l'appel à candidature pour sélectionner les experts en question. De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse et dans notre Daily News. And now, I would like to call on Ariana for an announcement on the amendment of the State Aid Temporary Framework. Ariana. Hi, Eric. Can you hear me? Yes, go ahead. Thank you. So, as you know, on 19th March of this year, the European Commission has adopted a temporary framework to enable member states to use the full flexibility provided under state aid rules to support the economy in the context of the coronavirus outbreak. Its scope was first extended on 3rd April this year. Last Friday, on 8th April, the Commission has adopted a second amendment complementing the types of measures already covered by the temporary framework and the existing state aid rules. Second amendment sets out criteria based on which member states can provide recapitalization and subordinated debt to companies in need while protecting the level playing field in the European Union. State aid through recapitalizations are only available if there are no other appropriate solutions. They will be subject to clear conditions as regards the state entry, remuneration, and exit from the companies concerned, as well as strict government provisions, including a ban on dividends and bonus payments, as well as appropriate measures to limit potential distortions of competition. Large undertakings will also have to report on how the aid received supports their activities in line with the European Union objectives and national obligations linked to the green and digital transformation. The Commission continues to be in contact with member states concerning possible support measures in the context of the coronavirus outbreak, and it will assess national support measures linked to the consequences of the outbreak as a matter of priority. Okay, thank you very much, Ariana, for this recap. But there was obviously a press release on this, a technical briefing on Saturday morning, so we hope you're already all well briefed. But nevertheless, we are available in case of questions. So we are now ready to move to your questions, and I think that today the first who raised her hand was Odile. Odile, tu as la parole. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions en fait. L'une concerne la santé et l'autre concerne l'Afrique. Alors, je peux commencer par celle que vous voulez. Ben, commence par la santé, on prendra les questions santé et on reviendra éventuellement enfin pas éventuellement, nous reviendrons par la suite sur les questions Afrique. Une fois qu'on aura épuisé les questions santé. Vas-y. Bon, à l'occasion de la fête de l'Europe, un groupe d'europarlementaires de professions médicales ont lancé un appel en faveur de compétences accrues de l'Union européenne en matière de santé publique. Cet appel a été également entendu et je voudrais savoir si d'ores et déjà vous envisagez de travailler sur le sujet. Merci pour ta question, Odile. C'est un point important sur lequel nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer.
Nous sommes pour le moment dans une phase de gestion de la crise du coronavirus et de ses conséquences. Il y aura bien entendu un moment par la suite pour tirer les leçons de la gestion de cette crise. Et par ailleurs, la conférence sur le futur de l'Europe sera aussi un bon contexte pour discuter de ce genre de questions. Mais pour le moment, nous sommes concentrés sur la gestion de la crise, de ses effets et des politiques pour en sortir. Merci. Voilà, ensuite, j'ai vu que Georgi... non, pardon, d'abord, y a-t-il encore des questions sur les questions santé, puisque c'était le sujet qui était ouvert. Donc des questions pour Stéphane. Unraise your hand if it's not for Stéphane. Georgi, je vois que ta main est levée. C'est une question santé? Non, non, c'est une question liberté de mouvement, enfin l'initiative de la présidente pour la liberté de mouvement des travailleurs saisonniers. D'accord. Alors un petit instant. Athanasios, was your question on health? Yes, it is. Okay, Yes, go it ahead. is. Bonjour. Bonjour. So, the thing is, the first wave of the COVID cases caught us by surprise. Okay, it was unprecedented, but in the meantime, the medical community is asking, are you preparing something like a unified protocol, precautionary measures and guidelines for a potential second wave of COVID cases coming in the autumn or in the winter of 2020? Is there something standardized preparing in the pipeline, let's say, as a precaution for a second wave this winter? Thanks. Good morning, Athanasios. Yes, on the second wave. We are constantly coordinating information with the member states through different fora, such as the Health Security Committee and also the weekly health ministers' video conferences with Commissioner Kyriakides. Much of this information on state of play with regards to personal protective equipment, medical devices and so on is used by the European Centre on Disease Prevention and Control for assessment on preparedness for a possible second wave. The ECDC is now working on an analysis in view of possible second wave and preparedness measures to implement in this respect. According to the latest rapid risk assessment issued by the ECDC, member states should prepare for eventual second waves of infection by taking every opportunity to enhance the existing surveillance systems. The Commission remains committed, obviously, to working with the ECDC and member states to ensure there is an adequate risk communication, which is key to ensure that the citizens understand that new waves can indeed occur, even if the initial wave of infection is successfully managed. Thank you. Okay, thank you very much. I see that Thomas has his hand raised on health issues. No, it's for Ariana. Okay, sorry, then hold on. I do not see any other questions for you, Stefan. So, Georgi, we move to your issue, and Odile, we will come back later to your question. Oui. Georgi. Tu m'entends? Tu as la parole, oui. Ok. Bon, la question, c'est peut-être pour toi parce que c'était l'initiative de la présidente von der Leyen le 30 avril de faire en sorte que les travailleurs saisonniers puissent avoir la liberté de mouvement. Alors, ce qui se passe en réalité, il y a eu deux groupes de travailleurs saisonniers bulgares qui sont arrivés en avion à Paris et qui ont été refoulés à la frontière et expulsés par le même vol. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que le système fonctionne, puisque apparemment, ça reste à la discrétion des États membres d'accepter ou de refouler les travailleurs saisonniers.
D'accord, je vais appeler Adalbert sur cette question. Bonjour Georgi. Donc ta question, si j'ai bien compris, est de savoir quel est l'état des lieux des différentes restrictions qui sont imposées par les États membres aux travailleurs saisonniers, et aussi tu voudrais, si je comprends bien, un commentaire spécifique sur la situation des travailleurs bulgares qui ont dû rentrer en Bulgarie. Je vais peut-être commencer par dire que, effectivement, nous avons adopté un certain nombre d'orientations ou de lignes directrices aux États membres concernant la question des travailleurs saisonniers. Alors, à la fois du côté spécifiquement frontières et du côté mouvement des travailleurs ou droit des travailleurs. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les États membres pour s'assurer que ces lignes directrices sont suivies. C'est un travail qui est en cours et effectivement, nous avons connaissance du fait que ces lignes directrices ne sont pas toujours suivies dans leur intégralité, mais nous continuons à travailler avec les États membres pour que ce soit le cas dans la mesure du possible. Concernant la situation spécifique à laquelle tu t'es référé, je pense que c'est plus une question aux autorités françaises en l'occurrence pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et du côté de la Commission, nous allons continuer à travailler avec tous les États membres pour que la situation soit la plus claire possible pour les citoyens. Question de suivi. Je t'en prie. Donc, il y a un aspect quand même important, et je ne suis pas sûr que la Commission est consciente de cet aspect de la chose. Alors, je viens d'apprendre moi-même, c'est le chef d'un des syndicats bulgares qui affirmait ceci aujourd'hui. Il semble que les deux groupes de travailleurs saisonniers bulgares ont été refoulés de France parce qu'ils étaient roms à cause de leur ethnicité. Voilà, par ton expression, je pense que tu viens d'apprendre ça, voilà. Donc, la question que je me pose, les autorités en France ne voudront pas vraiment entrer dans le sujet, mais est-ce que la Commission pourra quand même vérifier s'il ne s'agit pas d'une question de racisme? Alors, évidemment, comme tu le sais, le droit européen interdit la discrimination et évidemment aussi la discrimination sur des critères ethniques. Après, une enquête sur une situation spécifique est bien une prérogative des autorités françaises. Nous avons pleinement confiance en les autorités pour faire lumière sur cet incident s'il y a lieu. Merci, Georgi. Y a-t-il d'autres questions pour Adalbert pendant qu'il est sur le podium? Lily, is your question? No? Okay. Okay. Then, David, c'est une question pour Adalbert? Bonjour, David Carretta, Radio Radicale. C'est une question justement pour Adalbert, c'est à propos de la gestion migrants à Malte. Je crois que tu es bien informé de ce qui se passe avec des migrants qui sont au large de Malte dans des bateaux bloqués, etc. Les opérations plus ou moins clandestines qui ont été conduites par le gouvernement à travers des bateaux privés. Est-ce que ce matin, je crois, il y a eu une déclaration du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Merci. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur l'échange de lettres, je pense, auquel tu fais référence entre la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et les autorités maltaises. Concernant la situation en général, je pense que notre position est bien connue et elle n'a pas changé. Donc nous faisons tout ce qui est dans nos possibilités à la fois juridiques et pratiques
pour aider à résoudre la situation difficile en Méditerranée actuellement. Nous reconnaissons les difficultés causées par la pandémie du coronavirus dans la gestion des migrations, en particulier dans les États comme Malte ou l'Italie. Cependant, nous attendons également à ce que les États membres continuent à respecter pleinement leurs obligations sous le droit européen et droit international. Et comme tu le sais, les questions de sauvetage en mer font partie des obligations selon le droit international. Quant aux obligations découlant du droit européen, nous avons par ailleurs adopté des lignes directrices concernant leur mise en œuvre spécifique. Nous encourageons les États membres à travailler en étroite collaboration entre eux et avec Frontex pour trouver des solutions aux situations compliquées qui sont en cours. Et par ailleurs, je peux aussi rappeler qu'il existe une variété de possibilités de soutien européen aux États membres qui répondent à des besoins différents, alors à la fois du soutien financier et soutien opérationnel, que nous sommes prêts à mobiliser rapidement sur demande des États membres. Et nous sommes toujours prêts à coordonner les efforts de relocalisation s'il y a besoin. Je peux avoir un follow-up? Bien sûr. Est-ce que la Commission imagine d'agir du point de vue légal quand un gouvernement organise de refoulement comme le gouvernement maltais est en train de faire? Je veux dire, c'est bien de dire obligation européenne internationale, on est là, on est prêt à aider, mais je voulais savoir si vous êtes prêt aussi à sanctionner les violations de plus en plus évidentes qui sont faites par certains gouvernements. Dans le cas spécifique, c'est Malte. Merci. Bon, David, pardon. Nous avons eu cette discussion plusieurs fois ici en salle de presse. Je pense qu'il faut faire une distinction entre ce qui relève du droit européen et ce qui relève du droit international. La Commission garde ses prérogatives évidemment là où le droit européen ou la responsabilité des États membres découlant du droit européen est engagée. La Commission ne peut pas agir du point de vue juridique là où ce n'est pas le cas, où uniquement le droit international s'impose. Et évidemment, la Commission est toujours prête à utiliser ses prérogatives, à jouer pleinement son rôle de gardien des traités. Je n'ai pas de commentaires à faire sur des cas particuliers là tout de suite. Oui, mais si je peux, comme ça je suis très précis, il y a le commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui dit explicitement que le gouvernement maltais ne doit pas donner des instructions aux bateaux privés de embarquer des personnes sauvées en Libye. Donc, le cas, c'est le refoulement. Et le refoulement est considéré illégal par le droit européen. C'est pour ça que je te demande si vous avez intention d'agir ou de rester juste aux appels rhétoriques, disons, la bonne intention de chacun. Oui, je n'ai pas d'annonce particulière à faire sur des actions particulières que la Commission serait sur le point ou pas d'entreprendre. Je peux juste rappeler que effectivement le refoulement est illégal à l'égard du droit européen, mais que évidemment la Commission ne peut agir que là où le droit européen s'applique. Or, certaines des questions que tu as soulevées sont bien des questions de sauvetage en mer. Ce sont des activités qui ont lieu dans les eaux internationales et par conséquent, la question de l'application du droit européen est tout autre. Et donc, je pense que le Conseil de l'Europe n'a pas forcément les mêmes contraintes juridiques que nous. Et donc, la commissaire peut aussi évoquer d'autres situations que celles sur lesquelles la Commission pourrait agir du point de vue juridique. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Adalbert pendant qu'il est sur le podium? Thomas? Non. Lorenzo, c'est une question pour Adalbert? Tu as la parole, Lorenzo. Je voulais insister sur la question. On t'entend très très mal, il faudrait que tu parles plus fort.
je voulais insister sur la question de refoulement en mer. Adalbert a dit carrément que le refoulement est prohibé par le droit européen. Le refoulement, parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être droit au asile et donc il faut examiner les demandes individuellement et les refoulements sont prohibés. Donc je redemande à Adalbert, là il ne s'agit pas de sauvetage en mer internationale. Là, il s'agit d'instructions qui ont été données par un gouvernement européen d'effectuer des refoulements. Donc, comment on peut dire que la Commission n'est pas concernée par ça? Vas-y, vas-y. Oui, bon, Lorenzo, je n'ai malheureusement pas la liberté de m'engager dans une analyse juridique de questions complexes ici en salle de presse. Tout ce que je peux rappeler est que, donc, du point de vue strictement juridique, les traités européens et donc le droit européen ont un certain champ d'application, à la fois du point de vue de la matière et du point de vue du territoire où ils s'appliquent. Et donc, le droit européen n'a pas une portée illimitée. Il ne peut pas, du point de vue juridique, interdire le refoulement partout, dans toutes les situations et dans toutes les actions des États membres, uniquement dans le champ d'application du droit européen. Donc c'est cette réalité-là que je rappelais aussi à David. Et donc la Commission ne peut agir que dans le champ d'application du droit européen et pas dans toutes les situations possibles et imaginables. Ceci dit, le principe du non-refoulement fait partie des grands principes du droit humanitaire international. Il fait partie des obligations des États membres que les États membres doivent évidemment respecter, que ce soit quelque chose qui découle du droit européen ou du droit international. Ok, merci. Je ne pense pas que Adalbert puisse aller plus loin que ça aujourd'hui. Je vois que Griselda, c'est pour Adalbert. C'est que je ne comprends pas cette exception. Je ne comprends pas. Tu dis que le refoulement n'est pas légal, mais que la Commission ne peut pas appliquer la loi partout. Ça je n'ai pas compris. Excuse-moi, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Est-ce que tu veux dire que quand ce sont des actions qui découlent du droit de la mer, la Commission ne peut pas ouvrir une procédure? C'est ça ce que tu veux dire? Parce que sinon, je ne comprends pas. Désolée. Hein? Bien sûr, Griselda. Ce que je dis est une conséquence de... tout simplement de la manière dont est organisé le système juridique dans l'Union européenne. La Commission n'a de prérogatives juridiques que dans le champ d'application du droit européen. Et là où le droit européen ne s'applique pas, la Commission ne peut pas agir. Et donc le droit européen interdit le refoulement, tout comme certains instruments du droit international. Et donc là où le droit européen s'applique, la Commission peut agir. Là où le droit européen ne s'applique pas, donc typiquement c'est par exemple le cas de la question de sauvetage en mer, la Commission n'a pas les prérogatives juridiques pour agir. Oui, mais pardon, ce que je ne comprends pas, c'est Malte fait un refoulement, alors c'est compétence de la Commission européenne ou non l'action du gouvernement maltais? Alors, tout d'abord, je ne peux pas commenter sur l'idée que Malte soit coupable de refoulement ou pas. Je n'ai pas toutes les informations qui me permettraient de dire que c'est le cas ou non. En revanche, donc, les actions des États membres peuvent soit avoir lieu dans le cadre de l'application du droit européen ou en dehors de ce cadre. Donc, par exemple, lorsqu'un État est engagé dans une activité de sauvetage en mer, il agit typiquement au-delà du champ d'application du droit européen. Mais après, je ne suis pas forcément en mesure de faire une analyse détaillée juridique de ces questions complexes. D'accord, merci. Parfait, merci. Je ne vois...
Christophe, is it a question? No, for Adalbert? Can't hear him. Okay. Tu lui as passé la parole, Jonathan? Oui. Christophe. For Adalbert. It's not for Adalbert. Okay. Good. Thank you very much. Okay. Thank you, Adalbert. We now move to Thomas. Bonjour à tous et à tous. C'est une question justement sur les aides d'État. La Suisse, qui a un certain accès au marché intérieur, mais pas une obligation claire à suivre les règles européennes sur les aides d'État, n'a pas introduit l'interdiction des dividendes et des bonus pour les recapitalisations. Il y avait une proposition de la gauche au Parlement, mais elle a été rejetée. Alors, je ne sais pas si Ariane veut commenter spécifiquement le cas suisse, mais en général, est-ce que vous vous attendez des pays qui ont plus ou moins accès au marché intérieur de l'Union européenne qui suivent les mêmes règles? In the same spirit, I wonder what you expected will happen with the United Kingdom, because as your framework will last for 1 to 2 years, but the obligation of the UK to notify and follow EU rules on state aid will expire with the transition, as far as I know. Thank you very much. Ariana. Hi. So on Switzerland, I would not comment specifically concerning the United Kingdom. And here, if Dan also wants to add, as long as we are in a transition period, all rules and obligations deriving from EU law, including state aid rules, apply to the United Kingdom, and we cannot prejudge future relations. So I'm not going to be in a position to comment on that. Okay, thank you very much. So I would now move to Krzysztof again, who had asked for the floor earlier on. Thank you. I have a question regarding to Poland. Poland claims that sent information to the Commission, the European Commission, on the judgment of the ECJ regarding to the disciplinary chamber of the Supreme Court. I was wondering whether you can confirm that you have received that letter and what's your reaction? Christian. Hi, Christoph. Yes, the Polish authorities have sent a reply informing the European Commission on the implementation of the interim measures ordered by the European Court of Justice on time, meaning within the 1 month deadline. The Commission will now analyze this report. Voilà. Yes. Christoph, yes. Can I have follow-up? Obviously, you've been following the situation in Poland for a long time, so maybe you could offer us something more than just a confirmation and the information that you will follow that you will analyze the reply. Thank you. I didn't understand the question. Quite sure What was the question? So we're analyzing the reply maybe now. You've been following the situation in Poland for a long time, so you know what's been happening. So maybe you could offer us something more than just saying that you will analyze the reply. Look, I will stay there. There's a procedure in place that was put in place by the court. We have now received the official reply, and on this basis, we will make our conclusions. Okay, thank you. Now we move to, unless there are other questions for Christian, but let's see. Lily. For you, Eric. For me, okay, go ahead. So I have 2 quick questions. The first, and sorry to sound like a broken record, do you have a date for when we can expect the revamped EU budget proposal and recovery fund proposal? And the second question is about your internal guidelines for publishing items on the Commission calendar, because one thing I noticed is that some of Commission President von der Leyen's virtual meetings and calls are on
the calendar, but we also hear from national officials recently that a lot of prime ministers have been speaking with the president, and those conversations are not on the calendar. So I was wondering if perhaps you could let us know how you decide what counts as a virtual meeting and what doesn't, and how you determine what goes on the public calendar. Thank you very much. Sure. Thank you, Lily. On the first question, the date for the adoption of our proposals on the recovery plan and the MFF is not yet fixed. I will also sound a bit like a broken record, and I apologize. The president had said the second or third week of May, but depending on the progress made, obviously, we are still in that time frame. So watch this space. We will come back once we have more news. On the guidelines for publication of virtual meetings, let me remind you that this refers to meetings with external stakeholders, and that when it comes to phone calls, in particular with heads of state or government, in terms of ex post publication, that is not part, as far as I'm aware, of the obligations that the institution has to publish the meetings that took place. Furthermore, there is a subtle distinction between phone calls and video conferences, which is there for external stakeholders, registered, as you know, in the transparency register. The rule being, we will double check this, but that video conferences are supposed to be registered, but not necessarily simple phone calls. But I suppose it would make sense for us to come back to you with the specifics, because I'm speaking from memory here, and don't want to get any of the details wrong. So if there's anything to specify more, we will provide that. But there is no obligation to list every single phone call that the president has with leaders. Okay. Now I would move to Sam Fleming. Sam. Hi there. Can you hear me okay? Yes. Hi, Sam. Okay. Hi, Erica. It was a question on the Ombudsman's report this morning. I wondered if you could tell us what action, if any, the Commission is going to take in respect of the European Banking Authority following the Ombudsman's report into Adam Farkas. The finding is the EBA did not respect EU staff regulations. It should have used its power to veto Farkas's move to AFME, the lobby group, and it didn't prevent him from having access to confidential EBA information at the relevant time. It calls it maladministration on the part of the EBA. I was wondering if there's anything the Commission can do about this. Thank you. Thank you. I will pass the floor to Balázs on this issue. Indeed, good afternoon. I have a very brief comment to make on this particular issue. I would like to remind you first that agencies are separate legal entities, and as an inevitable legal consequence, of course, each agency is independently responsible for the implementation of the rules, compliance, and for adopting individual decisions concerning their staff. Now, as regards the specific decision relating to Mr. Farkas, this was a decision taken by the EBA Board of Supervisors, which is the decision-making body to decide on and enforce post-employment restrictions. Now, concerning the European Ombudsman, we of course take note of today's decision by the European Ombudsman regarding Mr. Farkas, and the Commission, of course, is not the addressee of this Ombudsman findings and is not involved in this procedure. Okay, I think that's very clear. Thank you very much. Now, Patricia, you had asked for the floor. Question is Foreign Affairs. So I have a question on Israel. Basically, I would like to understand whether it is true that the EU is evaluating to enforce sanctions to Israel if it goes ahead with its plan to annex parts of the occupied West Bank to its sovereignty. Thank you.
Hi, Patricia. Thank you. The EU has said on a number of occasions how we see the issue of annexation. Annexation is not in line with the international law. In fact, it's contrary to the international law. And if the annexation goes ahead, the EU will act accordingly. Thank you. Okay, since we've opened the foreign relations chapter, I would ask those who do not have a question on foreign relations to unraise their hand. And I know that Odile had a question, albeit on Africa, but still. Odile, nous te repassons la parole. Oui, le docteur Moeti, la directrice du bureau de l'OMS pour l'Afrique basée à Brazzaville, révèle qu'il y a près de 190 000 Africains qui seraient victimes du coronavirus si l'épidémie n'est pas juguler à temps. De plus, basé sur les données de 47 pays, cette prévision révèle qu'il y a seulement 9 unités de soins intensifs pour 1 million d'habitants sur le continent africain. Évidemment, par ailleurs, l'accès à ces services ainsi que les mesures barrières telles que le lavage des mains sont extrêmement difficiles en raison du manque d'infrastructures de base, de routes, d'adduction d'eau, d'assainissement, etc. Ma question, en conséquence, l'aide au développement européenne ainsi que les partenariats publics et privés ne devraient-ils pas redoubler leurs efforts en direction de l'Afrique, d'une part par solidarité, mais aussi par vision géopolitique à long terme, car il y a déjà des concurrents sur le terrain. Et accessoirement, cela pourrait peut-être aussi booster l'emploi dans les secteurs des infrastructures de base et de santé publique pour les partenaires des pays membres. Merci. Merci Odile. Alors c'est effectivement relations extérieures, mais ça n'est pas pour Peter, c'est plutôt pour Anna. Donc je passe la parole à Anna sur ce sujet. Merci Odile pour la question. Comme tu sais très bien, l'Union européenne est en train de travailler très étroitement avec tous ses partenaires pour les aider à répondre à cette pandémie qui nous affecte et nous touche à tous. C'est clair que l'Afrique est aussi touchée. Comme tu sais très bien, le fonds qu'on a annoncé pour mobiliser pour s'attaquer à la fois ou répondre aux besoins immédiats dans les secteurs sanitaires, et c'est pour aider à obtenir tout ce qu'on a besoin de matériel, de masques et de ventilateurs et des choses comme ça. Mais aussi, tu sais qu'on est en train d'aider à tous nos partenaires à renforcer les secteurs clés, y compris celle de la santé. Et aussi, comme tu sais très bien, une autre front, si je peux dire comme ça, de nos actions, et bien sûr s'attaquer et essayer de limiter tout l'impact socio-économique qui vient avec cette terrible pandémie. Donc tu sais très bien que pour l'Afrique, on a mobilisé, on est en train de mobiliser plus de 3 milliards de fonds, et ça c'est juste en plus les fonds gérés par la Commission européenne. Tu sais très bien qu'on a annoncé que la Banque centrale d'investissement, elle aussi, allait ajouter 5 milliards de fonds en prêt pour toutes les régions. Donc une partie très importante aussi, ça va aller aussi pour aider l'Afrique. Et comme tu sais très bien, déjà, l'aide au développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'Afrique, un des secteurs prioritaires de ces dernières années, de toute façon, ça a été en fait les secteurs de la santé. Tu sais très bien que les dernières années, on a mobilisé plus de 1 milliard d'euros pour aider plusieurs pays africains pour renforcer le système de la santé. Je ne sais pas si tu aimerais la liste des pays, je peux te la fournir. Peut-être qu'on peut la fournir. Peut-être on peut. D'accord. C'était déjà assez long ma réponse. Merci bien. Merci Odile. Avons-nous d'autres questions sur
la politique étrangère. Je vois Lorenzo, tu as encore la main levée, c'est sur la politique étrangère? Allô? On ne t'entend pas. Non, ok, je pense pas que... Je pense qu'il est en train de parler au téléphone. Lawrence, is it a question on external relations? It is. I'd like to go back to the Israeli issue. Okay. If you and Peter can hear me. Yes, we can hear you. Right, excellent. Peter, sorry, but you didn't really answer the question. The question was, is the High Rep supporting some kind of sanction on Israel? We know annexation will be discussed at the Foreign Affairs Council coming up on Friday. We know this is a decision for member states, but Mr. Borrell has in the past had quite clear views on the issue, and he said in the past that he's prepared to take a stand. So is he supporting, is he recommending that the member states adopt some kind of sanction on Israel? And are we talking about sanctions in the classic way, or are we talking about re-evaluating aspects of the EU-Israel relationship, for example, Horizon 2020? Thank you. Thank you. Indeed, you actually answered yourself the issue of the Middle Eastern peace process, wider Middle Eastern issues will be discussed at the Foreign Affairs Council this Friday. So let's not get ahead of those discussions. There will be a press conference. You can ask the questions there. On the sanctions, indeed, it's up to the member states. At this stage, let's not speculate. You know that there are discussions ongoing among the member states. At this point, there's no need to say anything on this publicly. The EU was very clear on numerous occasions how we see the annexation. We said in a number of statements that annexation will not pass unnoticed, or if it proceeds, there will be a reaction from the side of the European Union. But let's not jump ahead of the issues. The member states are discussing, will be discussing the issues of the wider Middle East, of the Middle Eastern peace process, developments on the ground, and FAC will be probably a right platform to address these questions. If I can follow up. Can I follow up, Eric? Sure, Lawrence, go ahead. Yeah, it's not a question of speculation. As you all know, the EAS frequently circulates non-papers and recommendations ahead of these discussions. So it's a question of fact. Has the High Rep circulated a paper or made a suggestion to the member states at this stage of some kind of sanctions if Israel goes ahead? Well, circulation of papers, documents, reports, and other material or information within the institutions is usually an internal affair, and it's not a subject of a public showcasing and discussions and public commenting. So there are discussions among the member states on a number of issues which are not necessarily translated into the public commentaries. And as I said, the member states are exchanging regularly on issues of current affairs, pressing issues, etc., etc. And if there is enough material or enough substance for a decision is made, as it's the case with all the recurrent developments and issues. So as I said, I'm not going to go into commenting on internal procedures, internal discussions. There's a reason why diplomacy is working in this discrete forum and not in public commentaries. Okay, thank you, Peter. Athanasios, is your question on foreign affairs? Yes, and exactly on Israel and the very specific case. I may be out of the loop and it might sound naive. Why do we already call it an annexation, this action that's going on there? And are we also taking into consideration the Israeli side that says there are security concerns, quite legitimate, including, of course, terrorist attacks, numerous terrorist attacks every day, killing innocents, to justify these actions, this potential, let's say, annexation or whatever of that area. So is that taken into account, and what are we doing to
let's say, support and protect the, let's say, only Western democracy in the area against those threats? Thanks. I think the EU is quite vocal and very firm in stressing and underlining our understanding for the security needs of Israel. This is, I think there is no doubt about that. But what we are saying is respecting international law. If an issue of annexation is going to be floated and followed up with concrete actions, this is something against international law. The EU is based on respect of international law. And if there are issues, we are encouraging everyone to follow the line of international law and solve the issues based on that premise. So this is what the EU is saying when this controversial issue is being mentioned. But it doesn't exclude what we are doing bilaterally with Israel and with the amount of support we are showing to Israel in general over the years. Follow up. Go ahead, Athanasios. Can I ask who is not returning to the negotiation table in this issue? Sorry, can you repeat? I didn't hear the first part of the question. Who is the one that's not returning to the negotiation table for a two-state solution or whatever solution, the Israel-Palestine conflict? Well, I think that's not a right question for the EU. You know that the EU is not party of the conflict. The EU is someone who is standing there supporting both sides to restart the talks, sit down behind the negotiating table, and try to find a solution which is long overdue. All right. Thank you, Athanasios. Okay, I see that some of you still have your hand raised, although I think you've asked the questions that you wanted. Lawrence, Lorenzo, Patrizia. Patrizia, do you have another question? I wanted to go back on the sanctions thing for Israel. But in case, I would like to understand what is the range of sanctions that could be envisaged, although, I mean, the discussion is still ongoing and all that. But what are the sanctions that could be decided? Thank you. The timing, the nature, and the scope of the sanctions is decided by the member states in a unanimous decision. So, I mean, the member states are in the driving seat and they decide about what sanctions are appropriate for a particular issue if the EU sees the need to react to developments by invoking the sanctions. Thank you. Lorenzo, did you have another question? I don't know how to unraise my hand, sorry. No problem. Okay, we will be testing, by the way, a new system this afternoon in cooperation, as usual, with API. And depending on the results of the test, we will perhaps change to a different system in the coming days, a system which will be slightly easier for us all to use, potentially, but we need to carry out the test and make sure that all the conditions are met. Okay, I see no further questions for us today, so thank you very much for your participation. Stay tuned, as we say. Sorry? Sorry. False ending. Hans, you have a question. I cannot see you on my list, but I'm told you have a question. You've raised your hand. Go ahead. Yes, thank you. Can you hear me? Yes, we can. Perfect. I have actually two questions. First of all, one directly for you on the Commission President's announcement or the statement yesterday on the German Constitutional Court's ruling. I was just wondering why the statement came on a Sunday afternoon, basically 6 days after the ruling came out. So it was not like in the immediate action on the weekend. Had it something to do with that Jourova made a similar, although a bit less direct statement in a German newspaper, where also the Polish minister president kind of welcomed that ruling? So did the Commission President feel the need to
intervened there as well and stressed it? Had it been coordinated with Jourova? That would be my one question. Maybe I come to the other one afterwards because on a different topic. So the answer to that is very, very simple. It's no and no. It has nothing to do either with the interview by Vice President Jourova nor any other comment. What's your second question? Just to ask, so why does von der Leyen then on a Sunday basically make such a statement six days afterwards on a Sunday afternoon? It was just struck me as particular. Yes, well, the statement came on a Sunday, but as you know, she wrote a letter to MEP Mr. Giegold on Saturday, which made, broadly speaking, the same points. In answer to a letter which he had sent him. And obviously, since the ruling which had taken place on Monday, the Commission had been analyzing the ruling. This analysis is still ongoing, as you know, but she had obtained further analysis from her services on the part specifically related to the primacy of EU law. And therefore, she was in a position to state out more clearly her position on this matter. So basically, it's the evolution of our understanding of the situation based on the analysis which is currently ongoing on the ruling. Can you elaborate a bit more on this information that she has been given by the judicial services? Well, I think that you can find the gist of the analysis given by the legal services in the text of the statement. Okay. And the second, we will have a technical briefing right afterwards. So in any case, you will be able to go into more detail on our position with regards to the primacy of EU law. Okay, thank you. And the second question is on SURE. I understand that there are negotiations in the Council going on also this week, but there is certain concerns that basically the payments of SURE will delay to something like September. And I also understand that Ms. von der Leyen has a meeting, a video conference with the president of ETUC, the Trade Confederation, this afternoon, who has already voiced this concern. So can you actually give us any expectation from the Commission side when you expect that this money can be paid out, or whether you're somehow hopeful that this can be done earlier? Okay, Marta. Good afternoon. Thank you for your question. So indeed, for SURE to be operational, there needs to be two steps. So first is, of course, the agreement in the Council on the actual proposal. And as you say, this is a work which is well undergoing in the Council of Formations, and here progress is proceeding well. The second part is actually that the member states have to provide guarantees for this instrument to be operational. And there I have to say that it's really up to each and every member state to put in place specific national procedures in order to facilitate the provision of such guarantees. As you know, also the European Council has asked for this instrument to be operational on the 1st of June. So this is still the target we are obviously also supporting. Thank you, Marta. Now I see there is renewed enthusiasm for the briefing. I now have 3 other hands raised. I will give the floor to Oliver because he hasn't had the opportunity of asking a question until now. Oliver. Hi, do you hear me? Yes, we can. Hi, Oliver. Thank you. Well, I don't know if it's enthusiasm, but it's rather curiosity. Okay. In response to Hans's questions about the Sunday statement of the Commission President, you said, well, she got further information and that led her to releasing the statement. First of all, I'm happy to hear that the legal service is also working on Saturday and Sunday and coming up with hard-hitting legal analysis. Secondly, I would be interested in when exactly did she receive information that prompted her to release a statement on Sunday afternoon, because last Wednesday at the readout of the college meeting, you said, well, we were now being briefed by the legal service for the first time. So it's a bit interesting to see. It takes you, I don't know, 3-4 days to come up with such a politically charged reaction. And the second question is, did she have interactions with the German government, members of the German federal government, about this ruling of the Karlsruhe court? And if so,
how many and when? Did she, for example, talk immediately after it was published at the beginning of the week, or did she call them later? Was she called by Berlin? I think that is politically very, very salient for us and the public to understand. Thank you. Thanks, Oliver. The President is in constant contact with her services and also with the legal service. Indeed, for our sins, many of us tend to work on the weekend, as I know you do as well very often. She was briefed by the legal services at various points in time, including on Friday, for example, and therefore it's not based on an analysis specifically on Saturday or Sunday that she issued the statement. But she had information from the legal service that was conducive to the statement already end of the week. And similarly, the President is in constant contact on a whole variety of issues with heads of state and government, including obviously with the German government and the German Chancellor. But we do not disclose the content of these discussions. As you know, there are for the moment many different issues on the table. Okay, thank you. Griselda, you have a question. Sur le même sujet, merci beaucoup. En attendant que vous décidiez si vous devez ou pas ouvrir une procédure par infraction contre l'Allemagne, j'aimerais savoir, est-ce que vous recommandez à la Banque européenne de présenter ses justifications à Karlsruhe ou non, au tribunal allemand? Ce n'est pas à nous de faire des recommandations à la Banque centrale européenne, Griselda. Nous avons dit et répété à de nombreuses reprises que nous respectons l'indépendance de la Banque centrale européenne et cela implique que nous ne sommes pas en position, nous ne nous sentons pas tenus de lui faire des recommandations sur quelque sujet que ce soit. Nous respectons son indépendance. Nous avons réaffirmé le fait que le droit européen se dit en ultime instance à la Cour de justice européenne au Luxembourg et que les jugements de la Cour de justice européenne sont contraignants pour les juridictions nationales. Voilà ce à quoi nous nous en tenons. Pour rappel, tu te souviendras que la Cour de justice elle-même a émis ces derniers jours un communiqué qui réaffirme lui aussi ses principes. Mais disons, excuse-moi d'insister, donc je pose la question autrement. Est-ce que présenter les justifications demandées par le tribunal allemand, ça serait un attentat contre ces principes, ça serait aller contre le principe de la primauté du droit européen, puisque la Cour et vous êtes d'accord. C'est-à-dire, est-ce que vous devez aussi étudier ça ou non dans votre analyse des décisions? Alors, et vous conseillez parce qu'en fait, disons, la BCE peut décider ce qu'elle veut, mais si elle accepte de présenter son rapport au tribunal allemand, elle est en train de reconnaître une primauté de loi, de droit ou non, si elle le fait dans son indépendance. Excuse-moi. Hein. Nous allons avoir un briefing technique précisément sur les subtilités de la primauté du droit européen. Donc je t'invite à poser la question dans ce cadre-là. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est que il y a deux dimensions principales en termes de sujet, de matière dans l'arrêt rendu par la Cour de Karlsruhe. Un, bien entendu, le cœur du sujet concernait la politique monétaire menée par la BCE, et là-dessus, nous n'avons rigoureusement aucun commentaire à faire. Le deuxième qui nous intéressait était celui lié à la valeur contraignante ou non du jugement rendu par la Cour de justice européenne, où nous avons clairement réaffirmé les principes. Et en ce qui concerne la politique monétaire, l'analyse du jugement de la Cour est complexe et encore en cours ici au sein des services du service juridique de la Commission. Merci. Merci à toi, Griselda. Christian, je t'en prie.
m'entends ou pas? Je t'entends, oui. Je suis intrigué par les réponses que tu donnes. En fait, on a senti qu'il y a eu 2 temps dans la réponse de Mme von der Leyen sur la Cour constitutionnelle allemande. La première a été la réponse qu'elle a donnée au député Sven Giegold, qui effectivement sur les réseaux sociaux a donné comme acquis que la Commission allait ouvrir une procédure d'infraction, ce qui a été accueilli de façon très laudative par beaucoup d'intervenants, pas le circuit normal, mais par des responsables politiques de premier plan, qui disaient qu'effectivement, c'était très important que la Commission européenne prenne la décision d'ouvrir une procédure d'infraction. Et je me demande si vous n'êtes pas maintenant rentrer dans la seringue de l'obligation d'ouvrir cette procédure qui suscite beaucoup d'attentes de ce que j'ai cru comprendre. Merci. Mais ce n'est pas ce que disait la lettre de Madame von der Leyen à Monsieur Giegold. Elle disait que nous étions en train de mener l'analyse et que sur base de cette analyse, nous envisagerions quelles étaient les prochaines étapes possibles, les options pour les prochaines étapes possibles, y compris l'option d'une procédure d'infraction. Pour rappel, le lancement d'une quelconque procédure est une décision qui est prise par le collège et elle se fait sur base de l'ensemble des éléments disponibles. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans une quelconque seringue, il s'agit simplement de dire que nous sommes encore en phase d'analyse. Il y a sur ces questions de primauté du droit des éléments d'analyse qui nous appellent à réaffirmer les principes très forts que j'ai déjà évoqués et à envisager quelles seraient les mesures possibles à prendre, mais ces mesures n'ont pas encore été évoquées, ni bien entendu adoptées par le collège. Ça viendra ou ça ne viendra pas, ça reste encore à déterminer. Pour rappel, et vous aurez l'occasion de rediscuter de cela avec mes 2 collègues du service juridique dans quelques minutes, mais procédure d'infraction, c'est quelque chose où il y a de nombreuses étapes, et la première étape, c'est une phase de dialogue avec l'État membre. Il ne faut pas oublier que l'objectif de la Commission européenne, c'est de trouver des solutions. C'est de faire en sorte que l'on puisse sortir d'une situation potentiellement compliquée, dans un premier temps, sur base d'un dialogue et donc de mesures prises par l'État membre afin de se mettre en conformité avec le droit européen. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler parce qu'on a l'impression, un peu sur base du vocabulaire, qu'il s'agit immédiatement de lancer une procédure juridique. Ça n'est pas du tout ça n'est pas du tout le cas, en fait. Mais si je peux revenir, c'est qu'effectivement, ouvrir cette procédure d'infraction permettra d'avoir ce dialogue. Là, pour l'instant, on est un peu dans une espèce de nébuleuse. Toute phrase de Mme von der Leyen est interprétée. Aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une énorme pression qui s'exerce sur la Commission européenne et sur Mme von der Leyen pour effectivement ouvrir cette procédure, engager ce dialogue. Et comme tout le monde le sait, une procédure d'infraction, ensuite, elle tombe une fois qu'on a terminé, qu'on a trouvé une solution. Mais il y a quelque chose qui est une espèce de pression. On est face à un État qui est l'Allemagne. L'Allemagne a un rôle très important. On a des déviants, des pays qui peuvent effectivement jouer sur la décision de la Cour de Karlsruhe pour faire des choses que l'on n'a pas envie qu'ils fassent. Donc il y a une importance pour qu'effectivement il y ait une pression. C'était ça ma question. Et j'avais le sentiment qu'effectivement on était rentré dans une espèce d'effet d'avancement qui amènerait à terme à cette procédure d'infraction. Mais peut-être que je me trompe. De toute façon, tu m'as donné des explications. C'est très bien, merci. Donc, si je comprends bien, tu dis, est-ce que nous sommes en train de céder à de la pression extérieure pour lancer une procédure contre l'Allemagne? Ma réponse est clairement non. La Commission prendra ses décisions sur base d'une analyse qu'elle est parfaitement en mesure de mener elle-même ici en interne. C'est ce qui est en cours sur les différents aspects du jugement rendu par la Cour constitutionnelle allemande, et c'est sur ces éléments-là que nous baserons d'éventuelles prochaines étapes si elles devaient s'avérer nécessaires. Quant au dialogue, il ne faut pas oublier qu'il y a un dialogue permanent de toute manière entre la Commission européenne et l'ensemble des États membres sur les différentes questions qui peut ensuite se formaliser dans le cadre d'une première étape d'une procédure comme la procédure d'infraction.
Alors, merci. Lawrence, you still have your hand raised. Yeah, I do. I just wanted to comment on this, but with a very straightforward question. Do we have a sense of timing? I mean, the fact that Lawrence, the president. sorry, but Sorry. I have a bit of a hard time. You have helpers there. Yeah, I'm sorry about that. It's a little difficult to move the laptop and keep it I quiet. can imagine. Just very briefly, do we have a sense of timing for this decision? Clearly, there is legal analysis coming through. The president said what she said at the weekend. Is this something that could be done in a matter of days, deciding the next step, or is it further out? The Commission has ample leeway in these issues to decide on when, if and when it wants to move forward. And therefore, I'm not going to start speculating on a possible calendar of next steps if there were to be any. So, again, this is something where developments happen at different speeds depending on the specific context. As I've said, we still have an analysis that is ongoing on the 100-page ruling of the German Constitutional Court. And therefore, the Commission will have to decide when it feels that it has all the elements at its disposal necessary to come to a conclusion as to whether next steps are warranted and which next steps these should be. Okay, now I have more and more questions. I will take one last question because then we have the technical briefing on this issue in particular. So, David, je vois que tu as redemandé la parole. Oui, merci. Tu as dit que la dernière analyse juridique qu'a reçue la présidente, c'était vendredi. Est-ce que c'est juste la présidente qui a reçu l'analyse juridique? Parce que le commissaire Gentiloni a été interrogé le soir vers 20h et il n'a pas évoqué, il y avait une question sur la procédure, et il n'a pas évoqué cette possibilité de la procédure. Et donc, si c'est une décision qui prend le collège dans son ensemble, si cette analyse n'a pas été partagée et réservée juste à la présidente, je fais un follow-up à ma question, mais peut-être que je serai corrigé par toi. Comment ça se fait qu'une analyse du service juridique est réservée à la présidente et pas au collège? Non, David, la présidente de la commission a à sa disposition l'ensemble des services de la commission à n'importe quel moment. Elle peut à n'importe quel moment inviter le directeur du service juridique à lui faire part des derniers éléments d'information dont il dispose sur une question particulière, sans pour cela devoir convoquer l'ensemble du collège. Le collège a été briefé par le directeur général du service juridique mercredi sur les premiers éléments d'analyse qui étaient à sa disposition. Et bien entendu, s'il devait y avoir à un moment une discussion sur les prochaines étapes, le collège sera informé en bonne et due forme de l'ensemble des éléments du dossier. Mais la présidente de la commission a la prérogative de demander à n'importe quel moment d'être informée sur n'importe quel dossier d'ailleurs de la commission sans devoir réunir tout le collège pour ce faire. Follow-up? Ou est-ce que ça répond à ta question? De donner des informations. Excuse-moi. Ma question n'est pas si il faut réunir le collège. Ma question est est-ce que le collège dans son ensemble reçoit les informations? Parce que vu qu'il doit prendre une décision, peut-être pas. Si je m'ai compris, l'information était réservée juste à la présidente. Non, mais il n'y a pour l'instant rien à l'ordre du jour du collège relatif à ce dossier. C'est un dossier qui, pour l'instant, est en phase d'analyse. Si à un moment ou un autre, le point est mis à l'ordre du jour du collège, nécessairement, comme pour tout autre dossier qui est mis à l'ordre du jour du collège, les éléments d'information et d'analyse nécessaires seront fournis
à l'ensemble des membres du collège pour que ceux-ci puissent prendre la décision de manière collégiale. C'est là le fonctionnement absolument normal de l'institution. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce cas précis. Et je te rappelle que la déclaration qui a été publiée est une déclaration de la présidente et non pas du collège. Donc cela montre bien que pour l'instant, il n'y a pas de position du collège sur la marche à suivre. Il y a simplement l'appréciation de la présidente sur base des éléments d'information qu'elle a à sa disposition. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Nous allons donc pouvoir passer au briefing technique sur ce sujet même. Merci de votre attention et pour ma part, à demain.